Nous sommes à pratiquement jour J-7 de la célébration du 18 décembre à Dosso. Dosso qui prend d'ailleurs les couleurs de la fête de ce 18 décembre. À suivre l'état des préparatifs de cette fête dans quelques instants. Marche pacifique de l'association Saraounia a valorisé le patrimoine culturel de Lougou. Objectif de cette marche qui s'est déroulée hier. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, Saraounia Mangou, reine emblématique et mythique nationale que vous allez découvrir dans quelques instants dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Avant le développement de tous ces titres, à retenir ce communiqué de presse qui nous vient de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Le Niger vient une fois de plus se faire distinguer sur la scène sous-régionale et internationale à travers la libération du dernier otage français au Sahel et voire dans le monde en la personne de Serge Lazarevitch. Cette prouesse diplomatique saluée par la communauté internationale au premier rang desquels la France survenue la veille de la fête de Noël et du Nouvel An et le résultat de la confiance qu'inspire le président Issoufou Mahamadou auprès de tous ses interlocuteurs et surtout de sa capacité à instaurer un climat de sérénité, de dialogue avec toutes les parties en présence, malgré la lutte implacable qu'il mène contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette libération que la France a principalement attendait donc de tous ses voeux est venue conforter la place de principal médiateur dans la résolution des problèmes de la sous-région du président Issoufou Mahamadou. En effet, souvenons-nous que c'est le même président Issoufou Mahamadou qui a facilité la libération des 4 otages de Areva détenus au Mali. Aussi, devant ces actions qui honorent le Niger et son peuple, la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, félicite le président de la République et le rassure de son soutien ferme et indéfectible. Cela dit, visite d'inspection de 24 heures hier à Dosso du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini sur les infrastructures devant abriter les festivités du 56e anniversaire de la proclamation de la République de notre pays. Objectif de cette visite, faire le point des travaux qui est à moins d'une semaine de ce grand événement national. Le compte-rendu est signé Aoussi Abdraman Seyniaï. Accueilli au village de Côte-d'Eau à environ une soixantaine de kilomètres de Dosso, puis au village du 18 décembre par le ministre d'État à la présidence et président du comité interministériel chargé de l'organisation de la fête du 18 décembre et les autorités administratives de la région, le Premier ministre qui est accompagné dans son déplacement sur les infrastructures de la fête du 18 décembre par une forte délégation ministérielle dont le ministre de l'Urbanisme, celui de la jeunesse et des sports, celui délégué à la décentralisation aux affaires coutumières et religieuses et plusieurs autres personnalités s'est rendu au village du 18 décembre où 100 logements sociaux sont en construction. Des prototypes de villas achevées lui ont été présentés par les chefs d'entreprise. Ensuite, du camp militaire Agali au sultanat de la cité légendaire des Armakoy, en passant par la compagnie des sapeurs-pompiers, la tribune officielle, la maison des jeunes et de la culture, la case de passage présidentielle, l'arène de lutte Salma Arani, le stade régional et la station régionale ORTM de Dosso, le ministre a visité tous ces chantiers qui sont pratiquement à terme. Il a reçu les explications des chefs de chantier ou des chefs d'entreprise qui procèdent à l'équipement de ces sites. Dans le point de presse qu'il a animé dans le centre de presse flambant neuf de la station régionale ORTN de Dosso, le Premier ministre qui exprime sa satisfaction compte tenu de la qualité des infrastructures a émis l'intention de délocaliser une partie de l'administration à Dosso, vu sa proximité avec Niamey,
et aussi dans le cadre de la décentralisation progressive de l'administration de notre pays. Ma première impression, c'est que, effectivement, ces chantiers, ces réalisations que nous venons de visiter sont des réalisations de grande envergure, de très bonne qualité et qui sont en train de transformer radicalement la ville de Dosso. Les gens, j'allais dire, ne s'arrêtent pas toujours à Dosso. Quand on vient de Niamey, on considère que c'est trop tôt pour s'arrêter. Quand on va à Niamey, on considère également que Niamey est trop proche, la destination est trop proche pour s'arrêter à Dosso. Et Dosso a été longtemps victime de cette situation. Et aujourd'hui, je suis sûr que Dosso devient elle-même une destination. Parce que nous avons vu que Dosso a pris l'allure véritable d'une grande ville, d'une ville moderne. Moi, j'ai même envie de penser à mettre en œuvre un programme de délocalisation de certaines administrations de la capitale pour Dosso, parce que tellement le cadre devient fonctionnel et opérationnel que je me dis qu'au lieu de s'encombrer à Niamey, on peut très bien, pour certains services qui s'y prêtent, se retrouver à Dosso, pourquoi pas, parce que toutes les infrastructures sont aujourd'hui disponibles à Dosso. À 11 jours de la fête du 18 décembre, toutes les incertitudes sont désormais levées quant à la réalisation dans le délai de certaines infrastructures de taille qui restent d'ailleurs une référence même dans la sous-région. Des infrastructures qui viennent actionner davantage l'économie de la région et celle de notre pays. Restons toujours à Tawa pour parler de ces préparatifs de la célébration du 56e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays qui se tiendra donc à Dosso. Qui se poursuivent et les infrastructures, bien sûr, devant abriter ces festivités sont achevées. L'heure est à présent aux dernières retouches au niveau de la tribune officielle à une semaine de cette fête nationale. Retrouvons une fois de plus Aoussi Abdraman Seyniaï. C'est ici qu'aura lieu dans une semaine le lancement officiel de la proclamation du 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays par le président de la République Issoufou Mahamadou. La tribune officielle qui a subi un retard dans son exécution est enfin fin prête. Il y a 2 mois, les Nigériens sceptiques ne croyaient pas à la réception dans le délai de cette infrastructure trop précieuse pour le bon déroulement de cette fête nationale. Un rêve devenu réalité grâce à l'assiduité du réalisateur d'avoir sorti de terre ce joyau malgré les difficultés et autres incertitudes qui planaient au début de la réalisation de cet ouvrage. La forte implication des Nigériens et surtout des plus hautes autorités de la 7e République a permis de relever ce qui était il y a 4 mois un défi. L'exemple de la tribune officielle est une preuve palpable de l'adage « à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible ». Et une nation qui sait ce qu'elle veut et où elle va atteint forcément ses objectifs. Lancement officiel hier dans le village de Logou, dans le département de Douchi, de la marche pacifique de solidarité et de cohésion sociale des femmes de l'association Saraounia, sous le haut patronage du ministre de la Culture, en présence de plusieurs ministres et d'autres personnalités de marque. Retrouvons une fois de plus Aoussi Abdraman Seyniaï. Au nombre de 20 et vêtues toutes d'uniforme bleu, ces vaillantes femmes de l'association Saraounia Mangou entreprennent une marche pacifique de solidarité et de cohésion sociale de Lougou pour arriver le 18 décembre prochain à Dosso. Une distance de 191 km qu'elles parcouriront sur 8 jours. Après un accueil digne des traditions ancestrales de ce village, le maire de la commune rurale de Dankassari a dans son mot de bienvenue plaidé pour l'octroi de privilèges à la chefferie de Saraounia. Dans un discours en langue, la présidente de l'association Saraounia, Madame Rabi Dadigao, a fait un rappel historique de la reine Saraounia avant de plaider pour la construction de routes
en vue de faciliter l'accès à ce village classé patrimoine mondial. Le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Dosso, représentant le gouverneur, a dans son discours mis l'accent sur les efforts consentis par les autorités actuelles de notre pays à améliorer les conditions de vie de nos populations. Les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, salue et encourage toutes les initiatives tendant à consolider la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Souhaiter une très belle marche de Lougu à Dosso pour immortaliser, elle vient de le souligner, la mémoire de notre illustre Sarauniya qui a farouchement défendu, qui a farouchement lutté contre les envahisseurs. La représentante de la première dame, Dr Malika Issoufou Mahamadou, a tenu une brève allocution au cours de laquelle elle a loué les efforts de la première dame pour améliorer les conditions de la femme et de l'enfant dans notre pays. Wannan marche din da za ku yi yana cikin abubuwa da zai ba da ƙarfi wata rana a zo a ce muku nan za a tsaddai da shi kaman patrimoine kin da kuka ji ana yi kaman tarihin nan gaskiya ne kuma za a sa shi cikin akwatin abin nan kin nan UNESCO da kuke shi kuma mata kar ku koma baya mu muna tare da ku mata 100% muna kama muku kai marshikin nan nima da ku zan yi shi. Dans le discours d'ouverture de cette cérémonie, le ministre de la Culture a apporté le soutien de son ministère à cette initiative et celui des autorités de la 7e République pour la préservation de nos sites culturels. En organisant cette marche composée de 20 femmes, attendue le 18 décembre prochain à Dosso, après un parcours de plus de 180 km, l'association Sarauniya Mangou entend apporter sa contribution dans le cadre des festivités marquant le 56e anniversaire de la proclamation de la République. Par cet acte fort louable, ce groupement féminin apporte de facto son soutien indéfectible et exprime toute sa reconnaissance aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Raffirini, Premier ministre, chef du gouvernement, pour les efforts au quotidien qu'il ne cesse de déployer en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel national. Permettez-moi de vous féliciter sincèrement et de féliciter votre association pour cette initiative éminemment patriotique qui fera date dans les annales de l'histoire de notre pays. Je puis vous assurer de la disponibilité entière de l'administration de la culture à vous accompagner dans la tête des nobles objectifs assignés à votre jeune organisation. En souhaitant courage et bonne santé aux vaillantes marcheuses de Lougu. Une visite guidée sur le champ de bataille entre la reine Sarauniya et le colonisateur, puis sur les tombes des guerriers et des 14 reines de Lougu qui se sont succédés à la case de la reine actuelle a été effectuée par la forte délégation ministérielle qui est composée du ministre de la Culture, de celui du pétrole, de la ministre déléguée au développement industriel et de celle déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire. Une scène riche en couleurs sur le site de la pierre sacrée, suivie d'une démonstration de rite par le charlatan du village, a mis fin à la cérémonie. Restons toujours avec la reine Sarauniya. Sarauniya qui signifie reine et désigne le titre donné à la chef politique et religieuse du village animiste de Lougu,
Figure extrêmement célèbre au Niger, la reine Sarauniya Mangou est une figure emblématique attestée historiquement dans les manuels scolaires, dans les ouvrages qui traitent de la résistance coloniale au Niger. Son portrait est signé Kadidia Toubrema. Sarauniya Mangou fut reine des Azna de Lougou, localité située au nord-est de Dogandouchi. Grande guerrière, elle s'opposa d'abord à l'invasion des Touaregs. Animiste, elle marqua également une opposition à l'empire de Sokoto qui tentait de convertir son peuple à l'islam. À l'invasion occidentale, notamment celle française, la reine de Lougou opposa une résistance la plus meurtrière. Conduite par Voulé et Chanoine, reste jusqu'à là listement célèbre. Cette mission aurait pillé et dévasté des dizaines de villages du Sénégal au Niger. Selon les traditions orales, à l'arrivée de cette mission, Sarauniya, bien qu'elle soit femme, aurait pris des armes pour combattre les colons français. Elle a défendu son village, organisé des résistances, protégé des habitants réfugiés dans les forêts. Ainsi, le combat à Lougou a coûté chèrement aux colons. Environ 100 hommes sont morts. Si le nom de cette guerrière ne figure dans aucune archive française, le combat dans la zone de Lougou lui figure. D'ailleurs, Lougou fut le seul village à ne pas subir la fureur et la teneur de la mission Voulier. La reine Sarauniya sera une personne mystique, ce que témoignent des écrits de l'écrivain nigérien Abdoulaye Mamani. Ainsi, Sarauniya est décrite comme une prêtresse modeste, de pouvoir occulte. Sarauniya n'a pas pu empêcher l'avancée des Français, mais elle reste et demeure, à nos jours, le symbole de la résistance à la colonisation et la défense des terres contre l'occupation occidentale. Sarauniya Mangou, qui reste en tout cas dans toute, bien sûr, je le disais, une figure emblématique et puis mythique, bien sûr, dans toute son existence, puisque personne, en tout cas, ne l'a jamais vue. Cela dit, ouverture ce matin à l'Assemblée nationale d'un atelier de sensibilisation sur les dangers liés à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information NTIC par les enfants, initié par les femmes parlementaires et celles de l'administration de l'Assemblée nationale. Cet atelier est placé sous le thème « Le rôle de la femme face aux dangers liés à l'utilisation de l'Internet par les enfants ». Le compte-rendu est signé Ralia Saï. Cet atelier de sensibilisation du réseau parlementaire d'éthique s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et la cyberdélinquance au Niger. Le rôle de la femme face aux dangers liés à l'utilisation de l'Internet par les enfants, tel est le thème retenu pour le présent atelier. Un thème qui permettra de faire ressortir les dangers auxquels les enfants font face quotidiennement par l'utilisation de l'Internet et autres réseaux sociaux et les dispositifs à prendre pour la bonne éducation des enfants. En effet, le réseau parlementaire d'éthique œuvre inlassablement pour le rayonnement d'éthique et leur utilisation à bon escient. Dans ce cadre, nous avons eu à organiser plusieurs activités, dont celle d'aujourd'hui intitulée « Le danger de l'utilisation de l'Internet par les enfants », notamment la cybercriminalité et la cyberdélinquance. Ce thème précisera les dangers auxquels font face quotidiennement les enfants en utilisant l'Internet et les réseaux sociaux, ce qui vous permettra d'en avoir une idée et jouer votre rôle de mère, éducatrice et protectrice des enfants contre le fléau de la cybercriminalité et la cyberdélinquance. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, bien que bénéfiques, ont des inconvénients du fait notamment de leur utilisation par des cybernautes malveillants. Le conférencier invité pour la circonstance aura la mission d'amener les femmes parlementaires à mieux cerner les dangers liés à l'utilisation de l'Internet par les enfants. Autre aspect de cette édition avec cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de lutte contre les fistules obstétricales au Niger, initiée par le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Cette campagne vise à mettre fin au mariage et au mariage des enfants. Hima Seibou, Moukaila Tijani pour le compte rendu.
Oui, madame, votre fille a accouché, mais malheureusement, elle a perdu l'enfant. Elle a la fistule obstétrique. Madame, c'est quoi fistule? La fistule veut dire que l'urine coule sans arrêt, que la femme ne peut pas garder son urine. Tolérance zéro pour les fistules obstétricales, c'est le thème du lancement officiel de la campagne nationale de lutte contre les fistules obstétricales au Niger. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la campagne de l'Union africaine et vise à mettre fin au mariage des enfants ainsi qu'aux différentes mutilations auxquelles font face les adolescentes. Le lancement de la campagne aujourd'hui nous offre l'occasion de renforcer notre vision commune et notre engagement. Nous nous inspirons du lancement de la campagne pour mettre fin au mariage des enfants, conduite par Madame Zouma, présidente de la Commission de l'Union africaine, le 29 mars dernier, lors de la conférence des ministres des Affaires sociales, qui a mis l'accent sur l'importance de, je cite, renforcer les familles et les communautés africaines pour améliorer le bien-être des enfants. Nous sommes convaincus que le Niger jouera un rôle fondamental dans la mise en œuvre de cette campagne. Au niveau des familles et des communautés, comme au niveau national, on est à la recherche de nouvelles voies pour que les adolescents, filles et garçons, puissent réaliser toute leur potentialité et ainsi contribuer davantage au bien-être de leur famille. Le directeur des affaires sociales de l'Union africaine a de prime abord transmis les salutations de la présidente de la Commission de l'Union africaine à l'assistance avant de réitérer l'engagement et la détermination de l'Union africaine à combattre ces pratiques néfastes. La Commission de l'Union africaine et ses responsables à différents niveaux sont très engagés et déterminés pour la promotion de l'importance d'investir dans les droits de filles et leur bien-être en Afrique afin de leur donner le moyen d'avoir la chance de devenir des acteurs productifs de la société et de s'assurer que l'investissement pour la promotion de la petite fille et des femmes est au cœur du programme de développement de l'agenda post-2015. Procédant au lancement officiel de cette campagne, le ministre d'État délégué à la présidence est revenu sur le taux des adolescentes mariées à bas âge à travers le monde avant de se pencher sur le cas du Niger, qui constitue une véritable préoccupation pour les autorités actuelles du pays. Albade Abouba a ensuite énuméré les conséquences néfastes qu'engendre le mariage précoce des adolescentes. Le mariage des enfants a des conséquences graves, engendre de ce fait des grossesses précoces exposant les adolescentes à des risques majeurs, dont la mortalité maternelle. En effet, la proportion des décès maternels d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans est de 34,4% dans l'ensemble des décès d'adolescentes et 15,5% pour l'ensemble des décès maternels. L'enfant d'une mère de moins de 18 ans a 60% plus de risque de mourir dans sa première année de vie. Et pour les adolescentes qui échappent à la mortalité maternelle, beaucoup subissent une forte morbidité telle que les fistules obstétricales. À travers ce lancement, le Niger prouve son engagement et sa détermination à bannir à jamais le mariage des enfants qui engendre des conséquences incalculables. Voilà, et puis ce rectificatif par rapport bien sûr à notre reine Saraounia Mangou, je le disais, qui a su garder donc bien sûr pendant toute son existence ce mythe puisqu'elle n'apparaissait jamais le jour. Cela dit, cérémonie officielle de lancement de manuel sur les droits de l'enfant intégré, les droits
de l'enfant dans la coopération au développement, réalisé conjointement par la délégation de l'Union européenne au Niger et l'UNICEF. C'était donc ce matin au Grand Hôtel de Niamey. Le compte-rendu est signé Alimato Abdou Jamilou. C'est un signal fort que viennent de donner l'Union européenne et l'UNICEF à travers le lancement de ce manuel sur le droit des enfants intitulé « Intégration des droits de l'enfant dans la coopération pour le développement ». Les objectifs globaux étant de renforcer les capacités des partenaires de développement, du personnel de la Commission européenne, des donateurs bilatéraux et autres acteurs du développement et de les amener à intégrer une approche fondée sur le droit de l'enfant dans la programmation, la budgétisation, l'élaboration de politiques et la législation relative au développement. Les droits de l'enfant ont toujours occupé une place particulière dans la politique extérieure de l'Union européenne qui s'est dotée depuis 2011 d'un programme pour les droits de l'enfant qui vise à renforcer les engagements en matière de promotion, de protection et de réalisation des droits de l'enfant dans l'ensemble des politiques et actions de l'Union européenne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des États membres. Avec nos partenaires, dont l'UNICEF, nous avons déjà entrepris beaucoup d'activités pour améliorer la vie des enfants au Niger, comme ailleurs. Pourtant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les droits de l'enfant soient au cœur de toutes nos actions en matière de développement. Les enfants représentent plus de 2/3 de la population du Niger. C'est pourquoi il convient d'intégrer une approche fondée sur leurs droits. Ce guide que j'ai personnellement lu et relu avec un grand intérêt nous rappelle les principaux concepts et principes relatifs aux droits de l'enfant et les engagements internationaux en faveur des droits de l'enfant. Il fournit également des orientations et des outils pratiques pour les mettre en application dans les lois, les budgets et les politiques nationales, et ce, quel que soit le secteur concerné. Ce guide est une mine de ressources et nous encourageons vivement tous les acteurs du développement à l'utiliser, que ce soit les instances gouvernementales, la société civile, les organisations non gouvernementales ou les partenaires techniques et financiers et bailleurs de fonds. Vous verrez qu'il regorge d'idées pratiques pour mettre les enfants au cœur de toutes nos actions. C'est ensemble, grâce à des partenariats de grande envergure, que les processus formulés dans la Convention des droits de l'enfant deviendront réalité. Investir dans l'enfant, c'est investir dans le développement d'un pays. Investir dans l'enfance constitue donc à la fois une obligation et une opportunité à saisir. Lancement ce matin au CEG Seyni Al-Zouma situé au quartier Losogungu de Niamey, la journée donc de mobilisation sur les droits et devoirs de la jeune fille, une cérémonie organisée par l'ONG Enseignants sans frontières et l'Association des femmes juristes du Niger avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Le compte-rendu est signé Murtala Zuber. Vos parents diminuent pour les besoins de la scolarité. Un sketch pour lancer la journée de mobilisation sur les droits et devoirs de la jeune fille dont l'objectif est d'amener les filles à comprendre leurs droits et devoirs. Cette activité qui vient à point nommé est le fruit de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et ses partenaires, notamment l'ONG Enseignants sans frontières et l'Association des femmes juristes du Niger. L'objectif principal de cette activité, c'est de permettre aux filles, comme vous venez de le dire, de connaître leurs droits et de les respecter, on vient de le dire. Donc, c'est permettre aux filles de se défendre dans notre société. Elles ne connaissent pas leurs droits, elles ne peuvent pas réussir à l'école, elles n'ont pas de chance, les mêmes chances que les garçons. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous mobilisons pour la scolarisation des filles. Et pour que ces filles, même si on les inscrit à l'école, réussissent, il faut d'abord qu'elles connaissent leurs devoirs. C'est ça l'objectif principal de la mobilisation en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Niger prenant la parole a salué l'initiative avant de faire la situation de la jeune fille dans le monde et plus particulièrement au Niger. Le Niger est l'un des pays où le taux de mariage des enfants est le
plus élevés. Nous assistons parfois à des situations où les droits de la fille sont bafoués. Elle n'a pas les mêmes avantages socio-culturels que le garçon. Elle assure les corvées les plus difficiles. Arrivée à l'âge adolescent, elle est mariée contre son gré. Tous ces facteurs et beaucoup d'autres exposent la fille à la violence domestique. La grossesse à risque, ce qui ne lui permet pas de briser ce cycle vicieux qui met un frein à son développement. Madame Maïda Zenabou, présidente directrice générale de la société Niger-Lait SA, femme emblématique, dévouée et charismatique présente à cette cérémonie, a tenu à attirer l'attention des jeunes filles en ces termes. Vous êtes en train d'être plus nombreuses que les hommes. Donc l'avenir du Niger, c'est vous que ça regarde, les filles. Bientôt, c'est vous qui serez à la place d'un président de la République, homme. Parmi vous, bientôt, c'est vous qui serez au Parlement, président de l'Assemblée. C'est vous qui serez des députés plus nombreux que les hommes. Alors, et si vous n'étudiez pas? Et si vous n'avez pas la connaissance? Comment vous allez pouvoir sauver le Niger? Il faut que vous sachiez que vous avez des droits, vous devez les connaître et vous devez connaître aussi vos devoirs. Le lancement de cette journée de mobilisation sur les droits et devoirs de la jeune fille va permettre à ces dernières d'avoir un aperçu sur leurs droits et devoirs, les mécanismes de prévention de la violence faite aux filles en milieu scolaire, la corruption et ses effets négatifs sur la scolarisation, mais aussi la discrimination à l'égard des jeunes filles à l'école. Auparavant, la représentante des élèves, Mademoiselle Sadi Amadou, a tenu à faire des doléances à l'endroit de l'ambassade des États-Unis au Niger. Le directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle et continue et à l'apprentissage a lui initié ce matin une série de visites au niveau des centres de formation. Il s'agit du centre de la maison d'arrêt de Niamey, du centre du quartier Bukoki et de celui du quartier Kwarategi. Objectif s'enquérir du bon déroulement des formations et à offrir offert quelques outils nécessaires aux formations. C'est Nimaïkido Jibri. Dans le cadre de soutenir l'État du Niger dans la rééducation des détenus mineurs et féminins de la maison d'arrêt de Niamey et dans l'apprentissage d'un métier aux personnes en situation de handicap du quartier Bukoki et les enfants des personnes en situation de handicap du quartier Kwarategi, afin de faciliter leur réinsertion sociale dans la vie active, que le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage FAFCA a initié des formations d'un mois à l'endroit de ces personnes. À la maison d'arrêt, les femmes sont formées en tricotage à la machine et les mineurs en couture et teinture batik. Au quartier Bukoki, les personnes en situation de handicap sont initiées en maroquinerie et les jeunes filles du quartier en restauration. Et les enfants des personnes en situation de handicap du quartier Kwarategi en couture et en mécanique. Et c'est pour s'enquérir du bon déroulement de ces formations que le directeur général du FAPCA, M. Abdullah Walgermo, a initié cette visite. Au niveau de ces trois centres, le directeur général a trouvé sur place des personnes nourries par cette ambition d'apprendre un métier afin de se prendre en charge. À l'issue de la visite, le directeur général du FAFCA a noté sa satisfaction quant au bon déroulement des formations. Nous avons constaté que les opérateurs de formation qui ont eu le financement FAFCA à l'intention de ces jeunes-là sont en train de bien faire la formation. Et les jeunes qui sont concernés par ces différentes formations ont quand même un engouement assez sérieux par rapport aux différentes activités. C'est dire que en fait, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu aujourd'hui
Et dans les prochains jours encore, nous allons voir ce qui se passe dans les autres régions. Le directeur général du FAPCA a par ailleurs offert 2 machines à coudre et 2 machines à tricotage au centre de la maison d'arrêt, ainsi que des cures et des pagnes au centre de Bokoki. Actualité dans nos régions, les militants du parti PNDS Taraya du village de Rafawa, commune rurale de Guidansori, ont rendu publique une déclaration. Dans celle-ci, ils ont apporté leur soutien au président de la République. Détail avec un des militants du PNDS Taraya du dit village. Considérant les multiples réalisations du programme de la renaissance de son Excellence, El Hajj Mohamed Youssoufou, président de la République, chef de l'État. Considérant la concrétisation progressive de toutes les promesses du président de la République à faire du Niger un pays où il fait bon vivre. Considérant la paix et la quiétude sociale retrouvée, nous, habitants de Nouala Dansofwa, militantes et militants du PNDS Taraya, réunis ce jour 9 décembre 2014, faisons la déclaration suivante. 1. Témoignons notre gratitude au président de la République pour la création d'un collège en 2012, collège dont nous avons passé près de 20 ans à faire la demande. La construction d'un bloc de 2 salles de classe dans ce collège cette année, la transformation de notre cadre de santé en CSI, la distribution gratuite et la vente à prix modéré des céréales, l'octroi d'un tracteur et d'une ambulance médicalisée à la commune de Guirassori, un bien dont tous les villages en profiteront. 2. Apportons notre ferme et inconditionnel soutien au président de la République dans toutes ses actions de redressement du Niger. 3. Encourageons le gouvernement de la 7e République dans l'exécution du programme de la Renaissance. 4. Prions le Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Clément, pour qu'il assiste le président dans son œuvre de construction nationale. Vive le PNDS Taraya, vive le Niger, je vous remercie. Clôture des travaux de la première session ordinaire du Conseil régional d'Agadez. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans la salle de réunion du Conseil. C'était en présence du gouverneur de la région, du représentant du sultan, des responsables administratifs et techniques, ainsi que des représentants des projets et associations de développement de la région. Ibrahim Oumarou pour le compte-rendu. Les régionaux ont planché sur les grandes actions du développement dans le cadre du budget 2015 de la région, et cela de la limite des compétences rétrocédées, à savoir notamment l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'environnement. Au terme d'intenses débats, le budget général pour l'exercice 2015 a été équilibré en recettes et en dépenses à 1,874 milliard de francs CFA, avec une très large proportion dédiée aux dépenses d'investissement. Monsieur le gouverneur, Messieurs les conseils régionaux, nous venons d'adopter et de doter le conseil régional d'Agadez au titre de l'exercice 2015 d'un budget général équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1,874 milliard de francs CFA répartis comme suit. Le budget d'investissement s'élève à 1,465 milliard, soit 70% du budget général. Nous prions Allah le Tout-Puissant de nous aider à mobiliser les recettes nécessaires pour exécuter ce budget à un très bon taux, et c'est pour le bien-être de nos laborieuses populations. En marge de la cérémonie de clôture de cette session budgétaire à laquelle prenait part le gouverneur de la région, les responsables administratifs et coutumiers et les acteurs de la société civile, s'est aussi déroulée une cérémonie de remise d'un lot de 400 tables bancs, une offre du conseil régional à la direction régionale de l'enseignement secondaire d'Agadez, qui, à son tour, a décerné des témoignages de satisfaction à certains responsables du conseil. Comme à l'accoutumée, ce sont plusieurs recommandations qui ont sanctionné la fin des travaux de cette deuxième session ordinaire du conseil régional.
et sont lus par un conseiller. Le conseil régional d'Agadez, réuni en session ordinaire les 5, 6, 7 et 8 décembre 2014, dans la salle de réunion du dit conseil, après un examen approfondi de la situation socio-politique et économique de la région, fait les recommandations suivantes. Recommandation numéro 1, de la situation agro-pastorale. Considérant les déficits céréaliers structurels de la région d'Agadez, considérant le faible niveau de recharge des nappes phréatiques dû à l'insuffisance des écoulements des principales vallées de la région, considérant les déficits fourragers constatés dans la région, le Conseil régional d'Agadez recommande au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles afin d'appuyer à temps les producteurs agro-pastoraux de la région. Faite à Agadez le 8 décembre 2014, le Conseil. Recommandation numéro 2, des redevances minières. Considérant la vocation de promotion du développement économique, social et culturel du Conseil régional, considérant la non prise en compte du Conseil régional dans la clé de répartition des redevances minières, considérant la pollution de l'environnement de la région, considérant le chômage massif des jeunes, le Conseil régional recommande à l'État de réviser les textes miniers afin de prendre en compte les intérêts de la région dans la clé de répartition des redevances minières, de prendre urgemment toutes les dispositions réglementaires pour protéger et restaurer l'environnement pollué du fait des activités d'exploration et d'exploitation des sociétés minières de la place, de diligenter une étude d'impact environnementaux dans la zone minière et pétrolière afin de déterminer avec précision les degrés de pollution et de radiation, de prioriser le recrutement des jeunes de la région dans les sociétés minières pour résorber le chômage et consolider davantage la paix. Faite à Agadez le 8 décembre 2014, le Conseil. Dernier aspect de cette édition avec ce volet reportage qui nous amène pour voir le temps qu'il fait et qu'il fera. La saison froide, vous le savez, s'installe progressivement. En tout cas, c'est le constat fait ce matin par les Niaméens qui étaient donc contraints à porter bien sûr leur pull vert. Le constat est signé Oumarou Youssouf. Du froid, mais aussi du vent, c'est dans ces conditions que la population de Niamey s'est réveillée en cette matinée de ce jeudi. Mais à quoi est dû ce changement de temps brusque de 17,4 degrés Celsius? La direction de la météo explique. La dynamique donc, atmosphérique en ce moment-là, à cette période-là, qui fait que l'harmattan, donc souvent sur le 5 que l'on appelle harmattan, qui nous vient du désert, est en train de se renforcer. En poussant encore le front tropical, même s'il est pas sur le pays, quand même, ça n'a pas fini, n'est-ce pas, de pousser le front tropical, qui doit avoir sa position la plus basse aux environs de janvier, n'est-ce pas, autour de 7 degrés nord. Et donc, c'est en ce moment, et on sera en plein, n'est-ce pas, dans le, si vous voulez, dans le froid. Et le corollaire, c'est qu'il y aura une subsidence, n'est-ce pas, comme on peut le constater ici. Ça, c'est un champ de température, n'est-ce pas, au sol. N'est-ce pas, il y aura une subsidence, donc des vents froids du nord qui vont descendre avec donc la matin vers le sud. Et c'est ça qui nous amène effectivement ce froid-là. Ce matin, donc, disais-je, et ce qui explique tout ça, donc je parlais de renforcement des vents. Quand on voit donc il y a la pression, et donc ici nous avons un resserrement ici, et conséquemment nous avons donc des accélérations de vent en surface. Et nous avons une situation endémique de poussière à Niamey qui n'est pas forcément liée à l'effet dynamique ou, n'est-ce pas, à cette dynamique donc de haute pression, des accélérations de vent, mais seulement liée à la ville elle-même. Parce que nous avons quand même beaucoup de latérites qui sont là, qui sont quand même nues, et qui présentent des particules mobilisables. Et la matinée, nous avons la forte circulation avec la fumée des véhicules. Et à cela s'ajoute souvent, il y a un phénomène atmosphérique qui se passe. Souvent, pendant cette saison, nous avons ce qu'on appelle l'inversion des températures. Donc, tout ça ne s'évacue pas. Normalement, nous avons une évacuation, n'est-ce pas, si nous avons la configuration de l'atmosphère qui fait que, normalement, les températures baissent avec l'altitude. Combien de temps les Niaméens doivent encore supporter ce climat hybride visiblement dérangeant? Nous sommes ici, nous avons ces vents qui produisent la poussière, il n'y a pas d'accélération pour le moment ici. Maintenant, donc si on va déjà dans l'après-midi, ça commence, et la matinée, ça se confirme. Nous avons ça va se renforcer, donc c'est-à-dire que toute la bande sud, centre, sud
sera sous la poussière demain matin, et également l'est du pays. C'est pratiquement la grande partie donc, du centre jusqu'à l'est, ça sera de la poussière, bien entendu le nord y compris. Voilà, et donc cette poussière là-bas s'est maintenue pratiquement jusqu'à vendredi et samedi. Information importante à retenir, ce froid nous vient des pays occidentaux. Il pourrait durer jusqu'au mois de février. Voilà, messieurs, dames, c'est donc tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt.